Marie-Laure Ayer, il faut dire que vous aviez, comme la plupart des jeunes filles de votre époque, une vie normale, voilà, avec devant vous une belle carrière de journaliste. Mais en 2003, vous avez observé dans votre comportement des signes, des choses inhabituelles. Alors, vous dormiez beaucoup, vous étiez épuisé constamment, incapable de réfléchir et bien d'autres symptômes. Y avait-il une raison particulière à cet état? Oui, en effet, il y avait une raison. Il se trouve qu'en 1995, le 1er août 1995, j'ai perdu mon père. Il avait 49 ans, c'était le jour de son anniversaire. En 2001, j'ai fait une première fausse couche, suivie ensuite du décès de mon bébé le 3 septembre 2001. Et c'est bon, durant toutes ces années, j'ai chaque fois compensé ça par le travail. Le travail, la lecture, qui est une de mes passions, étaient mes exutoires. Donc c'est là-bas que je me sentais le mieux. Donc je travaillais à n'en plus pouvoir. J'étais partante sur tous les projets. Hyper active, je dirais. Hyper active. Donc du coup, bon, j'arrivais à compenser cela. Et puis en 2003, j'ai Kajim qui m'appelle pour me mettre sur 2 projets. En 2002, d'abord, ensuite en 2003, il m'appelle pour me mettre sur 2 projets avec 2 organisations internationales. Et avec la 2e organisation internationale, ça faisait 6 ans et demi que je travaillais sans arrêt, constamment, en dehors du fait que j'avais perdu mon bébé. Donc, je travaillais constamment. Vous ne preniez pas de vacances? Non, pas de vacances. Je n'en voulais pas, en fait, parce que j'avais besoin d'occuper mon esprit. Parce que sans ça, je pensais et je n'avais pas envie de penser. Donc, je compensais ça par le travail et la lecture. Je lisais à n'en plus finir, je lisais jusqu'au matin pendant des heures et des heures. Puis en 2003, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Parce que j'étais épuisée physiquement, parce que je dormais beaucoup, alors que je ne suis pas quelqu'un qui dort beaucoup, je dormais beaucoup. Je n'arrivais plus à lire. Intellectuellement, j'étais épuisée, physiquement, émotionnellement, psychologiquement. C'est-à-dire j'étais incapable de faire quoi que ce soit. Disons que je errais dans la ville. Je me lève le matin comme un robot, je vais au travail, je reviens. Bon, c'était une sorte de train-train quotidien. Voilà. Donc, j'étais comme un zombie, en fait. Alors, je veux dire, vous observez tous ces symptômes, tous ces signes. Quelle est la démarche que vous suivez? Est-ce que vous allez tout droit vers un spécialiste, vers un médecin, pour savoir de quoi vous souffrez exactement? Non, je me disais que j'étais juste fatiguée. Je me disais que j'étais juste épuisée. C'était le travail, donc j'étais épuisée. Donc, sur le coup, ça ne m'a absolument pas interpellée. Et puis, en 2004, on m'appelle, on me dit « Ah, ta maman, ça ne va pas, il faut que tu rentres à la maison. » Donc, je rentre à la maison et ma mère était très malade. Donc, ça a duré 6 ans. De 2004 à 2010, ça a duré 6 ans. Et ce n'est pas évident pour un enfant, quel que soit son âge, de voir une personne que vous aimez partir. Quels que soient les rapports que vous avez, c'est votre parent, c'est votre... Et s'occuper d'un parent malade, ce n'est pas aussi évident. Surtout qu'une personne que vous avez connue, qui était pleine de vie, ma mère était très coquette, très belle, je tiens ça d'elle. Donc, du coup... Oui, bien sûr. Voilà. Non, je ne parle pas de la beauté, je parle de la coquetterie. Voilà. Oui, mais bien sûr, vous êtes belle et coquette, je trouve, n'est-ce pas? Vous partagez mon avis. En fait, j'applique la devise de ma mère qui dit « Vaut mieux faire envie que pitié ». Ça, c'est clair. Voilà, moi, je suis d'accord avec à 100%. Voilà, il ne faut jamais montrer aux autres que tu as des problèmes. Donc, du coup, c'est là que le problème a commencé. Parce que j'ai commencé à manger de manière compulsive. Compulsive, c'est-à-dire, mon ventre me dit que je suis rassasiée, mon cerveau me dit que non, je ne suis pas rassasiée. Donc, je mange pour pouvoir compenser. Il faut que j'aie mal pour savoir que je suis en vie. Et j'ai commencé à grossir, puisque j'ai pris 30 kilos. J'ai commencé à grossir. Et puis, une fois, j'ai vu un phytothérapeute à la télévision ivoirienne. Je l'ai regardé, il parlait des problèmes de poids. Donc, ça devait être 2006-2007. Puis, je suis allée le voir. Et il m'a dit, quand j'ai discuté avec lui, il m'a dit, bon, madame, vous souffrez d'une dépression. Est-ce que c'est de son domaine? Non, ce n'était pas son domaine. C'est une hypothèse qu'il émettait ou non, il apparemment, a confirmé? parce que quand j'ai beaucoup discuté avec lui, c'est un monsieur qui... Parce que comme ce sont des problèmes de poids, je crois qu'il a étudié aussi le problème. Il a été forcément confronté à ce genre de cas. Confronté à ce genre de cas. Alors vous, qu'est-ce que vous allez faire à partir de cette information? Est-ce que vous allez voir un psychologue? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Comment vous traitez cette information?
Je me dis, oh, pas de façon journalistique. Non, je dis, non, je dis, ça va aller. Donc, j'ai commencé à prendre des compléments alimentaires, sur compléments alimentaires, sur compléments. On me dit, ça fait 100 000, je paye. Ça fait combien de... Je paye, en fait. J'ai dépensé mon argent dans les compléments alimentaires. Parce que je me disais, bon, ce qu'il raconte là, bon, il faut prendre ça avec des pincettes. Donc, je voulais suivre un régime, mais cette fois-ci, là, non, non, ça n'allait pas du tout. Ça n'allait pas du tout. Ça n'allait vraiment, vraiment, vraiment pas du tout. J'étais en train de toucher le fond. Et puis, en 2008, je me suis vraiment décidée à aller voir un psychologue. Quelle a été votre motivation? Je devenais folle. Parce que quand je dis folle, ce n'est pas la folie où on se déshabille. Oui, c'est-à-dire, vous vivez dans un monde parallèle. Le monde dans lequel vous vivez n'est plus le même que celui d'avant. Vous faites des choses qui n'ont absolument rien à voir avec ce que vous avez l'habitude de faire. Et les gens qui vous connaissent réellement savent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais de façon pratique, en fait, de façon pratique, un exemple de situation, par exemple, dans laquelle vous êtes trouvé. J'étais devenue encore plus solitaire qu'avant. Je ne sortais pas, parce qu'on n'a pas envie de voir des gens, on n'a pas envie de parler. C'est ça le problème. Tu n'as pas envie de parler, ce n'est pas volontaire, mais tu n'as pas envie de parler, tu n'as envie de voir personne. Donc tu t'enfermes, tu te refermes sur toi comme une huître. Mais petit à petit, je sortais quand même de la maison, mais je n'étais plus la Marie-Laure d'avant. J'ai des gens qui me connaissaient. Il y avait un grand changement. Voilà, les gens qui m'appelaient, ils me disaient « Ah, mais on a pensé que tu avais voyagé, tu es où ?» Parce que j'avais besoin, je me cachais en fait. Je me cachais, je me suis coupée du monde. Je me suis coupée du monde. Et vous nous avez confié aussi hors antenne que vous étiez devenue très agressive. Très agressive. J'étais constamment en colère contre le monde entier, en colère contre Dieu, que je haïssais de toutes mes forces, ça, il faut le dire. Si, je le haïssais de toutes mes forces, parce que je me disais, qu'est-ce que j'ai bien pu te faire pour que je sois dans cet état-là? Parce que je ne traverse pas quelque chose de plus grave que d'autres. Il y a d'autres qui ont connu pire. Pourquoi ça peut m'arriver à moi? Surtout quand, en 2008, le 22 novembre 2008, c'est bientôt là, ma grand-mère, dont j'étais proche, qui m'a élevée, est décédée. Et à ses funérailles, j'ai pensé que j'allais devenir folle. Je pensais que ça n'allait pas. Et le 30 janvier 2010, ma mère décède. Donc, en ce moment, je me dis, bon, là, Dieu, il y a un problème entre toi et moi, là. Ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut qu'on se parle, toi et moi. Je ne sais pas ce que je t'ai fait, mais ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Donc, le psychologue, il essayait, parce que c'était un croyant. Il me disait, non. Je dis, oh, l'affaire de Dieu, on n'a qu'à laisser ça, on n'a qu'à parler d'autre chose pour le moment. Et quand on va voir le psychologue, ce qui est bien, moi j'ai un très bon thérapeute. Et la chance que j'ai eue également, quand j'ai perdu mon bébé, mon gynéco, il est resté avec moi. Depuis 2001, je peux compter sur lui. C'est un monsieur qui m'apporte un soutien indéfectible. Depuis 18 ans, il est à mes côtés. Quand je suis allée voir le psychologue, il ne vous dit rien. Il ne vous dit absolument rien. Vous allez le voir, selon la gravité de votre cas, vous allez le voir. Et pendant 1 heure, s'il vous aime bien, on vous laisse parler. On vous parle de tout et de rien. C'est-à-dire de votre humeur du jour. Mais attention, quand on va voir un psychologue, ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Parce qu'il ne s'agit pas de parler pour parler. Où se trouve la difficulté? La difficulté, c'est qu'il y a des blessures intérieures que vous avez enfouies dans votre subconscient. Ça vous a tellement fait mal, ça vous a tellement blessé et vous ne voulez plus y penser. Mais lorsque vous allez voir le psychologue, au fur et à mesure que vous parlez, ça refait surface. Ça refait surface et en ce moment, il faut mettre des mots, c'est-à-dire M-O-T-S, sur des mots, c'est-à-dire M-A-U-S. Voilà, donc il faut, je prends des exemples. Si c'est un viol, vous devez mettre le terme viol dessus. Vous devez faire face à ça. Si c'est un inceste, vous devez faire face. Et ce n'est pas aussi facile qu'on le croit. Parce qu'en ce moment-là, on se pose beaucoup de questions et on regarde notre environnement. Les gens qui nous ont fait ça, on les regarde autrement. Mais on n'a pas cette force-là d'en parler. On continue à rester enfermé dans son coquillage. Vous avez dit tout à l'heure, on vous voit autrement. Est-ce que cela signifie que vous avez été, lorsque vous avez donné l'information à votre entourage, je ne sais pas si vous l'avez fait ou pas, mais est-ce que les gens vous ont stigmatisé? Est-ce que déjà par votre comportement, par votre grande agressivité, des gens vous ont traité de folle? Oui, quand j'étais dans une société de transport,
Parce qu'il m'avait connue en 2003, j'étais tout le temps coquette, toujours bien habillée. Et puis, à un moment donné, quand ma mère était malade, je ne me maquillais plus, je ne faisais plus rien, je portais juste des boubous et j'y allais. Et ils ont commencé à se poser des questions, mais je ne parlais à personne, je ne disais rien. Jusqu'à ce qu'un jour, il y ait un clash. Et j'étais, c'est-à-dire, ce jour-là, j'ai vraiment, comme on le dit, j'ai pété un câble. Et j'ai dit des trucs à mon supérieur, quelqu'un que je connais, avec qui j'avais déjà travaillé. Ils étaient tous étonnés, parce qu'il y a une qui me connaissait depuis des années, elle m'a dit, mais Marie-Laure, je ne savais pas. Et j'ai dû leur dire comme ça, en passant, mais je ne suis pas restée dessus, parce que je ne voulais pas qu'on ait pitié de moi. Même ma famille ne le sait pas. Les membres de ma famille ne le savent pas, parce que pour moi, c'est une tare, c'est une honte. Dire qu'on est dépressif, c'est une tare. Donc, du coup, je me protégeais. Les seules personnes qui l'ont su, le premier qui l'a su, c'est un de mes oncles qui s'appelle Théodore Anneau. Et c'est le premier qui l'a su. Ensuite, ça a été quoi sa réaction à l'époque? Oh non, non, il était très compréhensif. D'accord. Il était très compréhensif. Il ne m'a pas jugé. Parce que c'est ça aussi. Parce que lorsque vous allez vers les gens, quand on vous juge, ça bloque. C'est cela. Quand on ne vous reçoit pas bien, ça bloque. Parce que parfois, il y a des gens à qui vous allez parler qui, bon, ils donnent l'impression de s'ennuyer. Voilà, vos problèmes n'ont pas d'importance pour eux. Et quand c'est comme ça, ça bloque. Docteur Philo. Oui, madame, vraiment, votre témoignage vraiment est très impressionnant. Et je pense qu'aujourd'hui, à travers ce témoignage, vous allez sauver des millions de familles. Parce que c'est méconnu. Vraiment, chez nous, surtout en Afrique, c'est très méconnu. Je vais renchérir la question de Jessica Baba, concrètement, pratiquement, parce que vous avez parlé de folie interne. Comment est-ce que ça se manifeste? Est-ce qu'à un moment donné, allez en profondeur pour qu'on puisse comprendre? Parce qu'on doit avoir beaucoup de ces cas-là chez nous à la maison. Est-ce que vous, parfois, il vous arrive de vous prendre pour quelqu'un que vous n'êtes pas? Parce que moi, j'ai ma belle-mère à la maison, quand elle se lève, elle demande plat qu'elle veut. Je me demande si c'est ce qui ça commence déjà. Vous allez la retrouver à la maison. Souvent, elle voit rire, elle veut... Vous allez retrouver votre belle-mère à la maison. Moi, j'avais des pensées suicidaires. J'avais des pensées suicidaires. Le suicide m'habitait constamment. La seule chose que je voulais, c'était mourir. Parce que j'avais un vide immense qui m'habitait. J'avais c'est-à-dire un mal de vivre, un mal-être. Donc, moi, je voulais mourir. C'était la seule chose que je voulais. Il y a eu une fois où je voulais me couper les veines. Une autre fois où j'avais la boîte de comprimés à côté. Ma dernière crise remonte au 8 octobre, où je suis allée voir mon père spirituel à Blocos. On parlait. On était au bord de la lagune. Je voulais juste y entrer. Oui, oui Jessica. D'accord. Quand vous dites le 8 octobre, c'est là, récemment? Oui, récemment, là, oui. D'accord. Oui. Donc, après tout ce que vous avez traversé, alors déjà, j'ai plusieurs questions. La première, parce que lorsqu'on décide d'aller voir un psy, tout de suite, on ne se laisse pas faire. Combien de temps ça vous a pris pour réellement accepter de vous exprimer? Et ensuite, à aucun moment, vous avez réussi à avoir une chose à laquelle vous raccrochez. Parce que quand vous racontez votre parcours, c'est vrai, vous avez beaucoup de malheurs, entre guillemets, vraiment. Mais jusqu'au mois d'octobre, vous continuez. Oui. Est-ce que vous n'avez pas trouvé une chose à laquelle vous raccrochez? La vie, par exemple? Non, c'est ce que je dis. Quand on est dépressif, on vit dans un milieu, dans un monde parallèle. On n'est plus rationnel. On n'est plus rationnel. Il y a des dépressifs. Je prendrais Lady Gaga, par exemple, qui se coupe. Voilà, qui se coupe parce qu'ils ont besoin de se couper pour pouvoir vivre. Vous trouverez chose qu'on appelle Kanye West, qui est un rappeur, il est dépressif. La princesse Lady Diana, la mère des princes Harry et William, qui ont fait de la santé mentale un de leurs combats, était boulimique, c'est-à-dire elle mangeait et ensuite elle se faisait vomir. Vous avez les anorexiques, ceux qui ne mangent pas. Vous avez ce qu'on appelle aujourd'hui les bigorexiques, c'est-à-dire les accros au sport. Vous avez les accros au sexe, parce qu'il y a des accros au sexe aussi, c'est une maladie. Vous avez les drogués. Vous avez ce qu'on appelle la dysmorphophobie, c'est-à-dire vous n'aimez pas votre apparence, donc à tout moment vous êtes chez le chirurgien et voilà, on vous change, on vous change, on vous change. Donc c'est... La dépression, moi, je suis habitée par des pensées suicidaires, mais je n'ai jamais encore franchi le pas parce que j'ai heureusement d'ailleurs. Voilà, parce que j'ai une famille, on est très soudés. C'est vrai, ils ne le savent pas, mais j'ai la chance d'avoir une famille très soudée et j'ai la chance d'avoir, parce que je suis obligée de les citer parce que ça fait des années que ces personnes-là me portent à bout de bras sur le plan psychologique. J'ai ma marraine qui est ma tante, Madame Cécile Diabaté. J'ai un de mes grands-pères, le professeur Gustave Kofi. J'ai chose qu'on appelle mon oncle François Albert Amicha. Mes amis, j'ai Kajim, Ismaël Agana,
Cadet Diallo. Vous êtes très très bien entouré. Oui, Cadet Diallo, déjà, Sylvie Blé. Dans les détails que vous nous avez donnés, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas des signes spécifiques à la dépression. Ça peut se manifester de diverses manières. Voilà, donc c'est en même temps l'occasion de dire aux téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent que ce n'est pas parce que vous êtes en train d'écouter Marie-Laure, vous vous retrouvez dans les mêmes signes, vous retrouvez les mêmes signes chez vous, que vous allez vous dire que vous êtes automatiquement dépressif ou dépressif. C'est donc après un diagnostic du médecin, du psychologue, que vous pouvez être déclaré dépressif. Donc au niveau de la prise en charge médicamenteuse, il faut faire très attention. Il ne faut pas du tout pratiquer l'automédication, c'est à proscrire. Voilà, tout de suite, on va retrouver Paulus Agathon. Il n'est pas seul dans sa cabine aujourd'hui. TNT, Rocky Gold, les leaders pour le Magic Tour. Bien entouré tout de même, Paulus Agathon. Tout à fait, ma très chère Caroline. Il faut des jours comme ça fait plaisir d'avoir des visiteurs. Alors Caroline, on va se rendre sur la page Facebook où on avait la question d'abord de Zizou Pep sur notre compte Twitter qui voudrait savoir les facteurs de la dépression. Vous venez à peine d'y donner des réponses. On a ensuite Escobar Zézé, c'est son nom de profil, qui souhaiterait savoir est-ce qu'on peut en finir avec la dépression? Autrement dit, comment quelqu'un qui est lui-même dépressif, partant du thème, peut soigner une autre personne dépressive? Merci beaucoup, Paulus Agathon. En fait, il faut que les choses soient claires. Elle veut aider. D'accord? Elle ne veut pas soigner, mais elle veut aider. Et justement, nous allons vous poser la question de savoir à quel niveau se situe cette aide, quelles en sont vos motivations et quelles sont les ressources dont vous disposez pour aider des personnes qui sont dans la même situation que vous. Oui. Je suis très contente que vous l'ayez souligné parce que je n'ai pas la prétention de donner une aide médicale. Je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas aider quelqu'un sur le plan médical. Non, ce n'est pas ça. Parce que lorsque vous allez voir un psychologue, c'est selon votre cas, on vous met sous anxiolytique ou antidépresseur. J'ai été sous anxiolytique, j'ai été sous antidépresseur. Mais c'est lourd. Mais vous êtes obligé, parce qu'il y a certaines maladies comme la schizophrénie, la paranoïa qui nécessitent, et il y a des dépressions graves qui nécessitent un suivi médicamenteux. Donc je ne suis pas médecin. Mais il y a une chose... Puisque aujourd'hui, je me suis réconciliée avec Dieu après avoir été une prostituée spirituelle, j'allais d'église en église, de confession en confession religieuse. Donc vous voulez dire que nous sommes des prostituées publicitaires? Ah non, c'est pas ce que je dis. Parce que chaque jour, nous allons pour la pub. Et avec votre permission, nous allons y aller maintenant et poursuivre après. Les premiers gestes du matin sont essentiels pour bien démarrer la journée. L'eau minérale naturelle Assini participe à votre équilibre et vous maintient en pleine forme. Assini fait partie de vos moments de partage avec vos amis. Assini partage vos instants de complicité en famille. Au sport, au bureau, entre amis ou en famille, l'eau minérale naturelle Assini est présente et partage vos instants de vie. Un produit NBC. Je n'ai rien entendu. Vous suivez C'est Midi et nous sommes en compagnie de Marie-Laure Hayé. Marie-Laure Hayé qui est donc journaliste et qui souffre de la dépression. À son tour, elle veut aider. Justement, on parlait de cette aide-là. Vous avez donc cherché de l'aide, on va dire, au niveau médical et même au niveau spirituel. Spirituel, je suis même allée chez un marabout. Parce que oui, je suis même allée jusque-là. Je suis le marabout parce que j'avais besoin qu'il me dise quel était mon avenir. Pourquoi est-ce que... J'avais besoin de comprendre, en fait. J'avais besoin de comprendre la source de mon problème. Donc, c'est pour vous dire jusqu'où on peut aller. Donc, je ne suis pas allée pour passer un homme. Non, non, je suis allée pour connaître mon avenir, savoir ce qui n'allait pas chez moi. Et puis... Mais au niveau du traitement psychologique, est-ce que les résultats ont été satisfaisants? Parce que nous, on a un peu peur, le fait que vous nous dites que votre dernière crise date du 8 octobre. 8 octobre, puisque vous étiez prise en charge, qu'est-ce qui a déclenché Si, j'étais prise en charge, mais ça coûte cher en Côte d'Ivoire. Une heure fait 20 000 francs. D'accord. Donc, selon votre cas, si vous avez 4 séances dans le mois, ça vous fait déjà 80 000 francs. Et ce n'est pas prise en charge et ce n'est pas donné. Donc, à partir d'un certain moment, sans compter les médicaments, à partir d'un certain moment, il a fallu que j'arrête parce que financièrement, je n'en pouvais plus.
Même si Dr Sylvestre Bonny est quelqu'un de très gentil, la dernière fois que je suis passée, il m'a fait à 15 000, mais n'empêche que c'est toujours aussi élevé. C'est cela. Voilà. Et en fait, j'étais fatiguée aussi de prendre les médicaments parce que c'est un peu lourd. Je ne dis pas aux gens de ne pas prendre leurs médicaments. Prenez vos médicaments, c'est très important. Mais moi, je vais vous dire pourquoi je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait tout simplement parce que la Bible dit, parce que je me suis réconciliée entre-temps avec Dieu, puisque j'ai des pères spirituels. Alors, moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'on puisse revenir sur la question qu'on avait posée juste avant la pub. C'était par rapport au fait que vous vouliez aider d'autres personnes. Justement, j'en arrive. C'est par la sensibilisation. Quels sont les actes que vous avez posés? Qu'est-ce que vous comptez faire exactement pour aider les personnes qui sont dans votre situation? Justement, j'en arrive. On n'a pas beaucoup de temps, donc il faut aller à l'essentiel. Je vais aller à l'essentiel, parce que comme j'ai eu de l'aide, parce que après, sur le plan médical, j'ai eu une aide spirituelle. Donc, du coup, j'ai commencé à me réconcilier petit à petit avec Dieu. Et puis, le 10 octobre, c'est la journée mondiale de la maladie mentale. C'est la journée. Donc, il se trouve qu'en Côte d'Ivoire, en matière de suicide, nous sommes en Afrique de l'Ouest, nous sommes premiers avec 23% de taux de suicide. Voilà. En Afrique, dans l'Afrique, nous sommes en 3e position dans toute l'Afrique, après le Lesotho, 28,9%, la Côte d'Ivoire, 23%, l'Ouganda, 20%. Donc, quand j'ai vu tout ça, et puis je me suis dit, bon, il faut que tu te réveilles là. Ça suffit de rester dans ton coin, de souffrir. Il y a d'autres personnes qui souffrent plus que toi. Il faut que tu te réveilles. Et la Bible dit, en Genèse, la parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, je me suis dit, la parole guérit, en fait. La parole réconcilie, la parole guérit, la parole ouvre des portes. On s'est réconcilié avec soi-même. Et depuis 1999, notre pays a connu des moments extrêmement difficiles. Les gens ont besoin de parler. Donc, moi, je veux aider les gens par le biais de la parole. Comme ça se fait en Europe par des groupes de soutien psychologique, où les gens peuvent parler. J'appelle aussi les pouvoirs publics pour qu'on mette des structures en place, pour qu'il y ait des numéros verts, pour que les gens puissent appeler, pour parler de leurs problèmes, en fait. C'est ça. C'est comme ça que je vais aider les gens, en mettant une ONG en place, pour que les gens puissent avoir des groupes de soutien, de parole, pour qu'on puisse parler. Alors, voilà. je pense que vous n'allez pas vous limiter à la parole, que vous allez certainement vous faire encadrer et vous faire accompagner par des spécialistes, parce que, comme je le disais à l'entame de cette émission, c'est un sujet qui est très, très délicat. Je veux dire, quand nous-mêmes, on n'est pas encore sortis de cette situation, on ne peut pas prétendre apporter de l'aide aux autres. Donc, déjà, nous félicitons cette démarche de vouloir en parler parce que la maladie est méconnue ici en Afrique et le fait de vous faire accompagner par des personnes avisées, des personnes qui sont dans ce domaine, ce serait encore mieux. Oui, c'est mon but, mais j'ai commencé à guérir dans la mesure où j'ai décidé d'en parler publiquement. Donc c'est une thérapie pour moi. C'est cela, merci beaucoup. Alors, Jessica Bamba. Ce que je retiens de votre histoire, c'est que vous avez laissé les choses s'accumuler. Donc tout ce que je veux dire aux gens, c'est que si vous traversez une période difficile, trouver une personne, il faut en parler, il faut extérioriser parce que justement c'est l'accumulation de tout ça qui crée une dépression. On a des dépressions qui sont passagères, mais il y a des dépressions qui sont permanentes. Donc autant exprimer ce qui se passe autour de vous, comme on dit, vous libérer et puis pour ne pas tomber dans une dépression qui soit permanente. Voilà. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, d'ici 2020, la dépression deviendra la 2e cause d'invalidité à travers le monde après les troubles cardiovasculaires. Oui. Donc, il faut faire très, très attention. Il faut faire très attention. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. Je ne sais pas si Paulus veut nous partager une dernière réaction. Paulus? Oui, Caroline. Le jeu en vaut la chandelle ou pas? Ça le vaut, ça le vaut. Allez-y donc. Alors, nous avons la préoccupation de Prince Harry, partant de l'expérience de notre invité, qui souhaiterait savoir, est-ce qu'il y a un moyen de prévenir, voire éviter la dépression? Ça, ça se passe dans le cerveau, donc du coup, je ne peux pas, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse. Tout ce que je sais, c'est qu'on peut vivre avec la dépression toute sa vie. Il y a des gens qui voient des thérapeutes toute leur vie. Et puis, mais l'essentiel, c'est de parler. Il faut parler. Je pense qu'il y a aussi d'autres facteurs qui pourraient peut-être éviter la dépression. Si nous vivons dans un environnement paisible, s'il y a la paix dans les familles, il y a la paix autour de nous, n'est-ce pas? Il y a la paix dans les foyers, la paix dans le pays, la paix dans le travail. Si nous partageons des valeurs comme l'amour,
si nous arrivons à parler avec les autres sans animosité, bah, je pense tout simplement que ça pourrait nous épargner ou diminuer les facteurs de risque de la maladie, n'est-ce pas? Merci infiniment. C'est très courageux, très audacieux de votre part d'être venu partager ce témoignage avec nous. Vous venez, comme Dr Philo le disait, vous venez là de sauver beaucoup de familles. En tout cas, merci. Merci pour ce témoignage. De m'avoir reçu. Et voilà, c'est ici que nous allons nous arrêter pour le témoignage du jour. Et toujours dans cette dynamique de sensibilisation, nous allons recevoir un médecin sur le plateau de ce midi, Dr Boadi Innocent. Nous allons parler aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que c'est la journée internationale du diabète. Merci de lui réserver un bel accueil. Dr Boadi nous rejoint sur le plateau de ce midi. Mettez-vous là. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec la façon dont il a été accueilli. Franchement, il vient nous parler d'un sujet important. Alors, on va aller à l'essentiel. Voilà, aujourd'hui, votre cheval de bataille concernant cette maladie, c'est déjà la sensibilisation au dépistage. C'est bien cela? Effectivement, le diabète sucré est une maladie qui est réelle. La Côte d'Ivoire, depuis le 2017, à la suite d'une enquête appelée enquête Prévadia, note 6,2%. Il faut dire que la prévalence est sous-estimée. Et donc, nous appelons la population à bien vouloir se rendre dans nos centres de santé pour faire le dépistage. Le test, il est tout simple, il est peu onéreux et tous les centres de santé peuvent le réaliser. Rapprochez le micro, s'il vous plaît. Voilà. Donc, c'est le test dit de glycémie à jeun qui se réalise après 8 heures de jeûne. Vous rendrez à l'hôpital, on vous prélève simplement, on donne le résultat. Donc, il ne faut pas attendre que les carottes soient cuites, il ne faut pas attendre d'avoir des malaises avant d'aller à l'hôpital. Tout individu est censé se faire dépister. C'est très important, parce que le plus souvent, nous recevons des malades de salles de complications, ce qui est vraiment difficile à gérer. Et quels sont les éléments qui font qu'une personne peut devenir diabétique? Alors, il faut dire que le diabète, il y a deux grands groupes. Il y a le type 1, qui est le type de l'adolescent ou du sujet jeune, qui survient le plus souvent avant 35 ans. Et puis, il y a le type 2, le plus fréquent, qui fait autour de 80 à 90%. Alors, le type 1, c'est une maladie du pancréas, donc il n'est pas du fait de l'homme. Par contre, le type 2 a des facteurs de risque, notamment l'alimentation. Il faut manger moins gras, moins sucré et moins salé. Mais surtout, il faut pouvoir... là-dessus. Oui, manger moins gras, parce que moins je veux intégrer en fait votre message. Moins gras, moins sucré, moins salé. Il faut pratiquer une activité physique régulière. Oui. Notamment 150 minutes d'activité physique par semaine. 150 minutes d'activité physique par semaine. Il faut aussi... Oui, bien sûr. Par semaine. N'importe quelle activité physique. Alors, l'activité physique dont on parle, voilà, c'est qui permet à l'individu de transpirer. C'est cela. C'est cela. Alors je voudrais revenir donc sur un fait. La Côte d'Ivoire a prévu une activité en ce qui concerne cette journée internationale, n'est-ce pas? Oui. Il faut dire que la journée aura lieu à Aboisseau. Actuellement, la festivité est en cours à Aboisseau. Voilà. À Boisseau. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un programme national qui existe, qui s'occupe de cela en fait. Nous venons intervenir pour appeler les populations à se faire dépister. Nous le disons toujours, si nous dépistons tôt la maladie, c'est sûr que la prise en charge sera correcte et nous allons réduire la survenue des complications. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, docteur Boadi Innocent. Je rappelle qu'il est médecin endocrinologue au CHU de Cocody, endocrinologue. Voilà, d'un très joli dit. Merci beaucoup d'être venu. Allô, Sidibé, ça va? Tout va bien? Ça va très bien. On est ensemble, hein? Oui. D'accord. Alors, avec votre permission, on va donc passer la parole à Jessica Bamba pour sa chronique. On vous retrouvera bien plus tard. Merci. Jessica Bamba, c'est quoi ton job? Bonjour Caroline, bonjour à tous encore une fois. Alors, cette semaine, je suis allée à la découverte d'un job que vous connaissez tous. Est-ce que tout le monde a regardé Ruby ici? La série Ruby, tout le monde a regardé? Levez les mains ceux qui ont regardé Ruby. Ça a déjà fou, là, pareil, ça a déjà fou. Alors, il faut savoir qu'à la base, Ruby, c'est une série mexicaine, donc à l'origine en espagnol. Donc, pour que Ruby arrive ici, il faut qu'on puisse traduire. Donc, ceux qui traduisent tous ces films que vous regardez, qui sont à l'origine soit en espagnol, en portugais ou encore en anglais, sont des comédiens de doublage. Voilà, donc on a des acteurs, des comédiens qui utilisent leur personne, et puis on a des comédiens qui utilisent leur voix. Je suis à la découverte de ce job grâce à l'équipe de McDanon. On regarde. Arrange-toi pour le réseau, résous-le. Non, très vite. J'ai reçu ce message. Je sais ce que tu cherches. Cette série est sud-africaine, donc à l'origine en anglais.
Mais les voix que vous entendez sont les voix de jeunes Ivoiriens, des comédiens de doublage. Et pour en savoir plus sur ce job, je me rends dans l'un des plus grands studios de doublage de Côte d'Ivoire, à la rencontre de l'équipe de Mike Danon, directeur artistique du groupe Studio One. Simplement pour expliquer à tes téléspectateurs ce que c'est que le doublage, on va dire c'est la transposition d'une œuvre audiovisuelle d'un espace culturel à un autre. Ton programme ou ton film a été fait, je sais pas moi, chez les gourous, dans une langue gourou, d'accord. Pour que tu puisses l'envoyer dans un espace où les gens vont comprendre ce que tu dis, soit tu sous-titres, soit tu doubles. D'accord. Et quand tu veux doubler, tu fais appel à nous. Mais ce n'est pas aussi simple, car avant que les acteurs puissent poser leur voix, il y a toute une équipe qui travaille en amont. La production, qui enregistre les besoins de ses clients, le directeur artistique qui étudie les personnages et choisit les comédiens qui ont les voix adaptées, l'adaptation qui traduit le programme, la détection qui marque les temps d'ouverture et de fermeture de bouche, un directeur technique, l'ingénieur son et le directeur de plateau. Enfin, vous l'avez compris, c'est un travail à la chaîne qui prend énormément de temps. Ok, c'est génial. Ce qui est bien, c'est qu'on va voir tout ça en pratique. On y va. Allez, le moment est venu de découvrir les studios, mais également les acteurs. Mon bagage est très bon, un héritage de choix. Oh non. Oh, mon fils adoré. Tu m'as tellement manqué, mon garçon. Je suis vraiment heureuse de te voir. Coucou, je suis Idia Fofana, animatrice radio et comédienne de doublage de film. Je suis Landry Nyamba, acteur et comédienne de doublage et aussi directeur d'acteur. Je fais du doublage depuis 2016, donc 3 ans maintenant. Pareil pour moi, 2016. Oui. Idia et Landry ont travaillé sur plusieurs productions, dont The River, Mr. Brau, Solna Sante et Precious Pearl. Il faut une formation particulière pour faire du doublage parce que juste avant, je ne connaissais pas du tout ce qu'était le métier de doublage et grâce à Mike Danon, on a été approchés et on a reçu une formation pendant pratiquement 1 mois. Une petite formation qui consiste entre autres à maîtriser la lecture de la bande rythmo, cette bande horizontale défilant au bas de l'écran et comportant le texte que doivent prononcer les acteurs, faisant les voix des personnages ainsi que les sons qu'ils doivent reproduire, et également à travailler leurs nuances de voix. Je suis Donna Rosita et j'adore le métier de doublage. Coucou, moi c'est Donna Zipina, j'adore ce que je fais. Quelque chose de vraiment extraordinaire, alors je donne tout ce que je peux pour... Vous savez ce que je veux dire. Eh bien, j'ai longtemps travaillé dans le doublage, ça fait 3 ans, depuis 2016 exactement, et on donne le meilleur de nous-mêmes pour que les programmes soient alléchants. Et surtout, beaucoup de concentration. Il faut avoir la capacité de se concentrer et sur le texte, et sur voilà, le jeu, et les gestes, tout ça du comédien qu'on est en train de doubler en fait. Et ça, c'est une difficulté. Au début, c'est vraiment très difficile. Maintenant, avec le temps, voilà, on arrive plus ou moins à s'adapter. En ce moment, le plus difficile pour moi, c'est les scènes hautes. Voilà. À simuler l'acte et tout, ça me dérange et c'est un peu difficile. Voilà. Jusque-là, je m'y fais pas encore. Mais malgré ces petites barrières à briser, pour Idia et Landry, c'est un vrai job, mais avant tout une véritable passion. Je considère le métier de doublage comme un job quand je reçois mon salaire. Sinon, juste avant, sinon tout le temps pour moi, c'est vraiment un jeu. Même si ce job a l'air amusant, il n'est pas toujours de tout repos. Il nous arrive de travailler le 1er mai, les jours fériés, et quand on veut vraiment aller vite, les week-ends, les dimanches, samedis, on est dedans. Donc. Comme inconvénient, c'est le temps. En Côte d'Ivoire, être comédien de doublage reste encore un métier peu développé. On est loin des standards européens. Mais ce secteur a de beaux jours devant lui avec la venue de nouvelles chaînes de télévision. Mais que faut-il pour être donc un bon comédien de doublage? Un bon comédien de doublage doit être un bon acteur. Et voilà, je pense qu'il y a l'articulation, voilà, l'éloquence, voilà, donc il faut être un très bon orateur déjà et un très bon acteur. Avoir une très bonne diction, je pense aussi. Il faut pouvoir mesurer souvent l'intensité de sa voix par rapport à l'émotion qu'on veut véhiculer. Et j'ai appris ça en faisant du doublage en fait. Et je trouve que ça m'a apporté quelque chose. Et c'est ce que Jessica va faire tout à l'heure. Du coup, j'ai dû m'y coller. Pourquoi mon histoire à moi est si horrible? Est-ce que tu crois sincèrement que Gomez serait capable de me trahir? Non. Il allait jusqu'à se vendre pour me convaincre de porter une robe plagiée. Bon, allez, je pense définitivement que je vais laisser ce job à Idia et à Landry. Je suis Idia Fofana. Je suis Landry Nyamba. Comédienne de doublage. Et fière de l'être. Rapidement, avec votre permission, je voudrais remercier Mike Danon, Idia Fofana, Landry Nyamba et évidemment EJ Connection qui m'a aidé à faire cet élément. Merci infiniment Jessica Bomba. Eh bien, nous parlons à présent d'un festival, c'est le Festilag, la 8e édition, nous y sommes.
comédienne, coordinatrice de l'association des comédiennes africaines et présidente du Festilag. Elle est avec nous. Je vais vous demander de vous lever pour applaudir très fort Madame Nakissi Savané. Nakissi Savané qui nous rejoint. Nakissi Savané. Alors, merci beaucoup. Alors, justement, je cherche mon invité. Alors, avec vous, nous allons très rapidement parler de la 8e édition du Festilag, de grandes et grosses innovations prévues pour cette édition. Nous vous écoutons. Plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci à mes mamans qui sont avec moi pour cette 8e édition du Festilag. Voilà, donc dans le cadre de la 8e édition du Festilag, nous, comédiennes africaines, avons initié cette année d'organiser la toute première Assemblée générale des comédiennes africaines. Et nous n'allons pas pouvoir faire ça sans pouvoir rendre hommage à nos pionnières. Voilà. Donc, on va rapidement les saluer, voilà. Allez-y. Aïe Keïta, Hélène Katara de la Tunisie. On va citer rapidement les Bissine noms. Diop, la Noire 2. Fatmata Koulibaly, du Mali. En tout cas, merci à toutes celles qui est à la maison qui n'a pas pu venir parce qu'elle a un souci de santé. D'accord. Et nous sommes accompagnés aussi par une grande chorégraphe qui est comédienne aussi. D'accord. Irène Tassambedo. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que le Festilag, c'est le festival donc, qui met en compétition des courts et longs métrages. C'est un festival généraliste qui met en compétition des courts, des longs, des documentaires. Voilà. D'accord. Et cette année, lauréat, qu'est-ce qu'il aura? Ben, lauréat, ce n'est pas moi qui décide, c'est le jury qui va... Mais justement, qu'est-ce qu'il y a à la clé? Un secret. D'accord. On saura à la clôture. Comme ça va nous donner quand même la force d'y aller et ça va se dérouler à Atekoubé. C'est ça. Cette année, c'est Atekoubé qui abrite donc le festival. En tout à fait. La belle commune d'Atekoubé nous a fait l'honneur de nous accueillir cette année. C'est là-bas qu'il y a notre village du festival où chaque soir nous avons des projections. Merci infiniment. Amoureux du cinéma, n'hésitez pas à aller voir les différents films en compétition. Nakissi Savané, on a été très heureux de vous avoir sur ce plateau et on vous retrouvera un de ces jours sur ce plateau dans un autre cadre. Merci beaucoup, merci infiniment. Et justement, Paulus Agathon, est-ce que vous pouvez nous donner un coup de main par rapport à nos artistes? Ils nous rejoignent, on fait quoi? On attend. Alors, Aloussène Sidibé, la semaine prochaine, pour la chronique, n'est-ce pas? Pour la chronique la semaine prochaine, parce que on devait parler de la semaine de la promotion des inventions, des innovations de Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est un événement que vous allez adorer. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour en parler. Alors, les sœurs unies de Marcory Nyanzoa, merci de votre présence, la Fédération des associations féminines de Grand Bassam. Do, profite des forfaits Easy Air plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303 étoile 1 dièse. Move, no limit. Voilà, donc nous sommes en fin d'émission et en train de courir. Donc je saluais les Sœurs Unies de Marcory Nyanzoa, la Fédération des associations féminines de Grand Bassam, le groupe La Paix, Je suis prêt pour toi, l'association des comédiennes africaines de l'image, invité d'honneur du Festilag et bien sûr le fan club C'est Midi. Et bien c'est avec les artistes du Magic Tour que nous retrouvons sur ce plateau. Safarel est là, TNT, les leaders, Rocky God. Bonjour. Bonjour Caroline. Alors très rapidement, en 30 secondes, qu'avez-vous à nous dire, qu'avez-vous à partager avec nous? Allez-y. Nous avons vécu une très belle expérience qui va se terminer par un grand show le samedi
à la place Figayo, c'était une expérience pour partager des valeurs avec les populations de Côte d'Ivoire, dans la chaleur, dans l'unité, la paix, la réconciliation. Nous savons tous que nous sommes à l'orée d'une année électorale. Il fallait donc que nous, les artistes, que les populations aiment écouter, nous puissions aller vers elles et leur passer un message de paix, un message de réconciliation et un message basé sur les valeurs fortes comme l'éducation, le développement et autres. Merci infiniment, c'est tellement bien dit et c'est sur ces mots de réconciliation, de paix, de développement que nous allons nous dire au revoir. Demain, c'est la finale. N'oubliez pas d'être devant votre poste récepteur et n'oubliez pas surtout de rester fidèle à la seule chaîne qui rassemble à RTI 1. Merci et très bon appétit à vous. Partageons nos valeurs.